la vie. Alors, donc Notre-Dame de Paris. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Non? Ah non. Ah oui. Il y a la comédie musicale aussi. Oui, oui, comédie musicale. Alors il y a plein de films, de comédies musicales. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était plus... Bon, bah, très bien, super. Donc, c'est un roman historique, entre guillemets, de Victor Hugo, qui a été publié en 1831. Et le titre fait évidemment référence à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est un des lieux principaux de l'intrigue romanesque. Sachant que c'est publié en 1831, c'est écrit en hiver 1830, mais le roman se déroule, l'intrigue se déroule en 1482, c'est très précis, 1482. Alors le roman, vous voyez, c'est quand même une somme, hein, si on enlève la présentation et le petit dossier à la fin, c'est quand même un livre important. 59 chapitres, répartis en 11 livres de longueur inégale, et il y a eu en fait deux éditions, principalement à sa sortie. La première en mars 1831 chez Charles Gosselin, un éditeur parisien qui était l'éditeur, un des éditeurs de Victor Hugo. Les relations de Hugo avec ses éditeurs a toujours été assez complexes. Donc, premier éditeur, c'est Charles Gosselin, où il y avait 3 chapitres qui avaient été coupés en raison des contraintes de longueur imposées justement par l'éditeur. Et puis, ces chapitres ont été réintégrés. Et Hugo précisait bien que ces chapitres avaient été écrits en même temps que le reste. Simplement, ils ne paraissaient pas dans la première édition. Ils seront réintégrés dans la deuxième édition, parue chez un autre éditeur, Eugène Randuel, en décembre 1832, donc un an après. C'est un roman qui a eu tout de suite un très grand succès populaire, même si les critiques littéraires de l'époque ou les critiques d'autres auteurs ont été beaucoup plus nuancées. Notamment, le plus méchant probablement, c'était Balzac. Eh oui. Alors, lutte d'ego, on ne sait pas trop, mais... et puis il y a eu quand même des critiques assez élogieuses. Alors, l'époque de son écriture est déterminante. Nous sommes en pleine révolution de juillet 1830, au moment de l'écriture. Là, je ne parle pas du moment de l'intrigue du roman, de l'écriture. C'est la révolution de juillet 1830, donc ces fameuses 3 jours, les 3 glorieuses de juillet 1830, contre la monarchie, contre Charles X, et qui va donner naissance à la monarchie de juillet avec Louis-Philippe Ier. Et donc, une période à Paris extrêmement troublée, puisque ce mouvement n'a pas débordé la capitale. Mais c'est une révolution quand même très importante. Et pendant ces 3 jours, ou pendant plusieurs jours, Victor Hugo parcourt les rues assiégées, observe la foule qui s'insurge, et il médite sur la notion de révolution, sur le peuple, et surtout sur le rôle du peuple dans la marche de l'histoire. On est évidemment quelques années après la Révolution française, et c'est un des thèmes principaux en fait du livre, le rôle du peuple dans la marche de l'histoire, dans la logique de l'histoire et par rapport à la Révolution. Il estime alors que la République est quelque chose de tout à fait prématuré, auquel le peuple n'est pas préparé, mais il demande, comme il dit pour la France, la chose République et le mot monarchie. C'est-à-dire que
il envisage évidemment pour le futur qu'il y ait un jour une république, donc un système plus démocratique que la monarchie, mais il pense qu'il y a encore du chemin à faire avant cela. Et donc il prend conscience à ce moment-là, avec une acuité plus grande, du rôle essentiel du peuple comme un acteur essentiel de l'histoire et comme un instrument de la providence. C'est-à-dire que beaucoup de phénomènes historiques vont désormais passer par le peuple, puisque ce peuple aussi évolue. Il écrit « La fatalité, que les anciens disaient aveugle, y voit clair et résonne. Les événements se suivent, s'enchaînent et se déduisent dans l'histoire avec une logique qui effraie. » C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une logique ou un sens de l'histoire et qu'à certains moments, les rois, les différents monarques qui se sont succédés, mais aussi un jour les peuples, seront comme des mains au service de cette logique de l'histoire, de ce sens de l'histoire. Il dit « Les rois ont le jour, les peuples ont le lendemain. » Donc, voilà, et ce peuple, cette foule, elle est extrêmement présente dans le roman. On est à Paris, donc on verra plus dans le détail, mais ça c'est un des sujets du livre. Donc découverte ou redécouverte du sens de l'histoire, du rôle du peuple, c'est ça qui nourrit le roman. Et ce roman, il est écrit très rapidement, en fait, puisque Hugo est pressé par son éditeur. Il est écrit durant l'automne et l'hiver de 1830, donc juste après ces moments de révolte populaire à Paris. Il se défend d'écrire un roman historique, mais il n'empêche qu'il reconnaît aussi l'importance de l'histoire dans le roman. Alors, on a un certain nombre... Je ne vais pas vous raconter le roman parce que... oui, d'abord, ça serait un peu une gageure. Et puis, bon, ça déflorerait peut-être un peu les sujets. Mais on va essayer de voir des pistes de compréhension du roman. Et d'abord, les personnages. Ces personnages qui sont très connus, pour la plupart, et qui sont hauts en couleur. On a d'abord un qui est moins connu, parce que dans les films ou dans les comédies musicales, on a choisi qu'un certain nombre. Il y a un certain Pierre Gringoire. Pierre Gringoire qui s'inspire assez librement d'un poète et un dramaturge qui a existé, du même nom. Et Pierre Gringoire, c'est un personnage curieux, assez paradoxal, qui traverse tout le roman. À un moment donné, on dit c'est un peu le philosophe. Alors bon, ça ne donne pas forcément une image très, très positive du philosophe, parce que il traverse ce roman avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance. C'est un artiste sans le sou, et qui écrit ce qu'on appelait autrefois, au Moyen-Âge, les mystères. Les mystères, c'est-à-dire des petites pièces qui mettaient en scène des personnages de l'Antiquité, un peu baroque, mais où il y avait cet esprit de l'Antiquité qui était remis au goût du jour, avec une intrigue sentimentale, morale ou autre. Donc il écrit ce genre de pièces et il cultive, comme il dit lui-même, une philosophie du juste milieu. C'est-à-dire, voilà, c'est comme s'il vivait un peu les événements malgré lui, sans s'impliquer totalement. Il va suivre Esmeralda, qui est un autre grand personnage, dans la cour des miracles. Il va y avoir un procès contre lui dans cette cour des miracles, et puis il sera sauvé in extremis par Esmeralda lorsqu'elle accepte de se marier avec lui. Et bon, ce mariage, c'est comme les autres événements, il le vit sans vraiment le vivre, un petit peu de l'extérieur.
Il va se faire truand dans la cour des miracles et il va traverser toutes ces aventures indemne. C'est un des rares personnages qui survit à la fin du roman. Donc c'est un personnage intéressant, assez atypique en fait, et qui voilà, nous remet aussi dans le contexte de ces poètes de cour un petit peu, ces poètes officiels de l'époque. Alors, il y a un autre personnage évidemment qui est beaucoup plus connu, qui est la fameuse Esmeralda. La Esmeralda, comme on dit, comme Hugo l'écrit dans le roman, c'est une bohémienne qui séjourne justement à cette cour des miracles, qui est une sorte de monde à l'envers, qui est un monde clos, qui est tenu par les truands. Et c'est une très jeune fille âgée de 16 ans qui gagne sa vie en dansant dans les rues de Paris et tout particulièrement sur le parvis de Notre-Dame. Elle est très très belle et elle va incarner l'innocence, la beauté, la naïveté, la noblesse d'âme, mais surtout la liberté. C'est elle qui va vraiment faire souffler dans le roman cette chose extraordinaire, ce souffle de liberté dans un monde extrêmement dogmatique, en fait, corseté de toutes parts. Elle représente l'abolition ou l'opposition à tous les dogmes possibles. Et évidemment, je ne crois pas déflorer trop le sujet en disant que ça se terminera très mal pour elle, puisqu'elle sera pendue sur la place de Grève. Ça nous rappelle aussi que cette place de Grève à Paris a été le témoin vraiment de choses absolument épouvantables, puisque c'était là qu'était installé le pilori, cloué au pilori. Bon, ce n'est pas une image poétique ou de rhétorique, c'est là où les supplices avaient lieu. Donc quand on passe à Paris, dans cette place, on peut avoir une pensée pour tous ceux qui y ont souffert, entre autres Esmeralda. C'est la place de Notre-Dame de Paris. Non. C'est en face, oui, c'est en face de Notre-Dame. C'est à côté de la place de l'Hôtel de Ville, en fait. Non, c'est pas le parvis. C'était. Et dans le roman, il y a à nombreuses reprises des promenades ou des déambulations, des processions, depuis le parvis de Notre-Dame jusqu'à la place de Grève. C'est vraiment deux endroits importants. Donc, les désirs que Esmeralda suscite vont être une sorte d'engrenage, d'une fatalité qui va lui coûter la vie à la fin du roman, puisque cette jeune fille va être aimée des trois autres personnages principaux. Alors, on a bien sûr celui qu'on a surnommé le bossu de Notre-Dame, qui est le fameux Quasimodo, qui est un personnage très intéressant. Quasimodo, le carillonneur de Notre-Dame. C'est un personnage très particulier et qui ne sort pratiquement jamais de la cathédrale. Quand je parlais d'univers corseté, emprisonné, c'est vraiment la claustration qui règne pendant toutes ces pages. Et Quasimodo en est un des exemples. Il est né bossu, borgne, boiteux. C'est une réincarnation des Phaistos, on pourrait dire. Bossu, borgne, boiteux. Et comme il est carillonneur, eh bien, il devient sourd. Il a été adopté à l'âge de 4 ans par un prêtre, un religieux qui s'appelle Claude Frollo, je parlerai tout à l'heure, et donc un enfant abandonné, recueilli, et il est Claude Frollo qui
qui le recueille, est le seul à pouvoir communiquer avec lui par signe. C'est-à-dire ce Quasimodo, il est le symbole d'un autre grand thème du roman, c'est la difficulté de communication entre les hommes. Les hommes parlent différents langages, ils ne se comprennent pas. Et Quasimodo en est évidemment un symbole essentiel. Il est muré dans son infirmité, dans sa surdité, et il va apparaître au début du roman comme une espèce de brute, d'homme non achevé, au service du religieux, au service de Claude Frollo. Et ensuite, il va se dévoiler, il va y avoir comme une métamorphose magnifique du personnage qui devient amoureux de la belle Esmeralda. C'est vraiment un couple improbable. Improbable, paradoxal, le plus laid, le plus infirme, avec la plus belle. Ça fait penser vraiment à Héphaïstos et Aphrodite. Peut-être Hugo a été inspiré par cela. Oui, la belle et la bête. Et c'est un être qui va se révéler doté d'une très grande sensibilité, d'une très grande intelligence, et peu à peu, son amour pour Esmeralda va devenir inconditionnel et va écarter ou vraiment éloigner son obéissance, qui était aussi inconditionnelle au départ vis-à-vis de Frollo. Alors, Quasimodo, donc, c'est un personnage évidemment, et quand on parle de Notre-Dame, on voit dans la comédie musicale en tout cas, le bossu de Notre-Dame a un rôle essentiel. Mais tous ces personnages ont énormément d'épaisseur. On ne peut pas les réduire à un symbole, la liberté pour Esmeralda, ou le tiers-état pour Quasimodo. Il y a une épaisseur psychologique vraiment très, très grande. Alors, Claude Frollo, justement, ça c'est un personnage intéressant. Je le développerai, j'espère, si j'ai le temps, tout à l'heure, parce que c'est l'archidiacre de Notre-Dame, donc c'est quand même un personnage important dans la hiérarchie ecclésiastique, et il est mu par une foi tout à fait essentielle et un très grand appétit de savoir. Donc ça c'est typique aussi de cette époque médiévale, ou disons fin Moyen-Âge, début Renaissance, où ce Frollo va s'intéresser à tous les enseignements, bien sûr théologiques classiques, mais aussi à l'ésotérisme, à l'alchimie, à l'astrologie, à tout ce savoir un peu mystérieux, lié à des connaissances ésotériques. Alors, ce Frollo, il est aussi très, très complexe. Il va entretenir un frère géant, Jean, qui lui est aussi différent, enfin très très différent de lui-même. C'est un jeune étudiant dissipé qui fréquente les truands de la cour des miracles et qui mène une vie de patachon dans Paris. Et Claude, son frère, se fait un devoir d'essayer de le remettre dans le droit chemin, évidemment sans y arriver. Et lui aussi finit très mal, puisqu'il va mourir fracassé contre les murs de la cathédrale, jeté dans le vide par Quasimodo, qui est une sorte de demi-frère pour lui. C'est très sombre, je préviens. C'est un des romans probablement les plus sombres, vraiment, de Victor Hugo. Heureusement qu'il y a Esmeralda, qui apporte de la légèreté, de la beauté, de la joie, avec sa petite chèvre, parce qu'elle se promène avec sa petite chèvre savante. Heureusement qu'il y a elle, parce que vraiment les autres personnages masculins sont terribles. Et ce qui leur arrive est terrible. Donc Claude Frollo, pour en revenir à lui,
c'est un être humain aussi, hein, puisqu'il recueille Quasimodo, et qui ensuite va se trouver totalement tiraillé, déchiré entre son amour pour Dieu, hein, et sa vocation de prêtre sans foi, vraiment, enfin, avec une foi plutôt vacillante, et la passion, qui est à la fois amour et haine, qu'il voue à Esmeralda. Personnage très paradoxal, complexe, qui peut paraître très antipathique, parce qu'il est totalement dogmatique, et c'est lui qui va évidemment mener Esmeralda à sa perte. Enfin, ils sont plusieurs, mais lui joue un rôle quand même assez important, et il va aussi mourir, hein, à la fin du roman. Et puis Esmeralda, elle est donc convoitée par Claude Frollo, par Quasimodo, et il y a un troisième homme qui la courtise, qui est Phébus de Châteaupers. Phébus de Châteaupers, lui c'est un militaire, c'est un capitaine de la garde, c'est un très, très beau militaire, qui est attiré par la beauté physique d'Esmeralda, mais sans avoir de sentiments profonds pour elle. Par contre, il est déjà d'ailleurs fiancé à une autre jeune fille. Par contre, Esmeralda devient folle amoureuse de lui. Et d'ailleurs, c'est assez incompréhensible parce qu'on sent quand même, même si au début il peut sembler assez romantique, ce jeune militaire et plein de bons sentiments, on voit quand même assez vite que c'est un cuistre, que c'est un homme tout à fait superficiel. Et pourtant, tout au long du roman, Esmeralda va s'accrocher à cet amour impossible. Et c'est totalement tragique. Et donc il est le symbole d'une sorte aussi d'aristocratie un peu décadente, qui est assez désœuvrée, et qui n'a pas beaucoup de morale. Donc on a Esmeralda, personnage féminin, les trois personnages masculins, donc Claude Frollo, l'archidiacre, Quasimodo et ce fameux Phébus, qui vont intervenir régulièrement dans le roman. Et puis on a d'autres personnages qui traversent aussi le roman. On a une certaine femme qui est aussi un personnage intéressant, qui a plusieurs noms dans le roman. Elle s'appelle Paquette, mais aussi Chantefleurie, la Recluse, la Sachette ou Sœur Gudule. Elle a plusieurs noms. Et là, c'est aussi une vie absolument terrible. La petite fille qu'elle adorait a été enlevée à l'âge de 1 an par des bohémiens, semble-t-il, ou par des gens venus d'Égypte. Et elle ne se remet pas de la disparition de cette petite fille. Et elle va, à partir de là, décider de vivre cloîtrée, vraiment totalement emmurée, dans ce qu'on appelle le Trouara, qui se trouve près de la place de Grève. Donc il y a simplement une petite lucarne par laquelle elle passe la tête, et elle fait l'aumône. Donc elle est nourrie du pain que le peuple veut bien lui donner, et elle recherche, toute sa vie, elle va rechercher sa fille, et elle voue une haine à tout ce qui peut sembler bohémien ou égyptien, enfin étranger, et elle voue une haine particulière à Esmeralda. Bon, je ne vous raconte pas, mais vous pouvez déjà deviner un peu, puisque Esmeralda est aussi une fille abandonnée. D'accord. Bon, vous avez compris. Alors, donc là, il y a des descriptions, parce qu'évidemment, Hugo, c'est des descriptions riches en couleurs, avec le son, avec les odeurs, avec les couleurs. C'est vraiment très, très riche. Et on voit le désespoir de cette femme
Et évidemment, qui va finir sa vie aussi en voyant la pendaison d'Esmeralda, de sa fille. Donc c'est une existence absolument tragique. On a un autre personnage intéressant qui est Louis XI. Il apparaît à 2-3 reprises dans le roman. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage historique. C'est le roi Louis XI, mais intégré dans un roman, dans une fiction. Et il permet à Hugo de dénoncer les excès du pouvoir monarchique. Il va être le symbole de ces excès de richesse, mais surtout d'un pouvoir despotique. Vous savez, Louis XI, il était célèbre pour ses fameuses cages, les cages en fer, dans lesquelles il enfermait ses opposants. Donc là, il y a une description à un moment donné du supplice qui est imposé à ses opposants à Louis XI. Et il est présenté vraiment comme un personnage totalement machiavélique, qui va, quelque sorte, préfigurer ce que sera la Révolution française. La révolte des truands ou du peuple contre Louis XI. Je vais revenir tout de suite après. Préfigurer ce que sera la Révolution et la lutte contre Louis XVI. Donc, le personnage de Louis XI traverse aussi, et il y a un moment très, très intéressant où Louis XI se masque sous un personnage autre, neutre, pour aller à Notre-Dame, voir Claude Frollo, pour être initié à l'alchimie ou un certain nombre d'écritures hiéroglyphiques bizarres, ce qui prouve aussi l'intérêt, disons, de ce Louis XI, probablement réel, pour une certaine connaissance ésotérique. Voilà, alors il y a plein d'autres personnages, mais ce sont les principaux. Autour duquel est construite l'intrigue. Alors, évidemment, on peut dire beaucoup de choses sur ce roman. Donc, j'ai défini quelques pistes d'explication sans dévoiler, évidemment, toute l'histoire. D'abord, ce qui me semble intéressant, c'est que ce roman, c'est un dialogue entre deux époques historiques. Puisqu'il va y avoir un va-et-vient dans l'écriture de Hugo entre la période où ça se passe, et donc particulièrement l'année 1482, et l'année de l'écriture du roman 1830. Donc, un dialogue entre deux époques historiques et qui se ressemblent dans le sens où ce sont deux époques de transition. Donc, au-delà de la peinture, évidemment, des hommes, de leur psychologie, le roman va s'attacher à rendre compte de l'année 1482 en lien avec le 19e siècle. C'est-à-dire que, et c'est là où il est un peu philosophe de l'histoire, Hugo, il va montrer ce qui relie ces deux périodes historiques, du 15e et du 19e. C'est donc une réflexion sur l'histoire dans une perspective qu'on appelle aujourd'hui un peu romantique, le 19e, qui envisage le devenir historique comme une évolution positive. C'est-à-dire ce que Hugo va s'attacher à montrer, c'est comment, notamment par rapport au peuple, comment il va s'éveiller entre le 15e et le 19e siècle. Et comment il va donc pouvoir être un moteur pour l'histoire à venir. Mais dans un sens vraiment positif, d'une évolution de conscience du peuple, malgré des crises inévitables. Donc, ce va-et-vient entre ces deux époques, c'est pour montrer qu'il y a eu un avènement du peuple comme cet acteur essentiel de l'histoire.
Hein, le progrès, cette idéologie du progrès comme l'avènement du peuple. Presque marxiste avant l'heure. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi avoir choisi l'année 1482 ? Puisque c'est une année où il ne se passe rien de notable, enfin en tout cas que l'histoire est retenue. Alors, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a un goût, tous les écrivains romantiques du 19e, pour le Moyen-Âge, de manière générale, mais aussi pour cette période, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et c'est Chateaubriand, Madame de Staël, qui ont initié quelque part la redécouverte de cette époque médiévale, qui a été longtemps considérée comme une période vraiment obscure, d'obscurantisme total. Et ils vont, et notamment Chateaubriand, va commencer à parler de la beauté des monuments, de la culture du Moyen-Âge, qui apparaît comme la source de la civilisation occidentale, beaucoup plus même que l'Antiquité. Et donc, c'est vrai que ce roman est une sorte de plaidoyer magnifique pour la cathédrale Notre-Dame et pour tout ce qu'elle représente aussi de transition dans l'architecture entre le style roman et le style des Goths, le style gothique. Donc, cette année 1482, c'est une année symbolique de cette fin du Moyen-Âge, et c'est aussi la dernière année du règne de Louis XI. Donc, c'est une période de transition, dans le sens où c'est une année de transition entre une monarchie féodale, on va dire. C'est pour ça, les cages, les supplices, tout ça, c'est mis en avant comme symbole de cette monarchie totalement despotique, qui pour Hugo a régi la France, et une monarchie, transition vers une monarchie plus moderne, centralisée, qui va être après Louis XI, après le règne de Louis XI. Donc, avec 1482, on est dans une transition entre deux conceptions du pouvoir, un pouvoir monarchique absolu, mais vraiment totalement cruel et despotique, vers une monarchie qui sera guère moins despotique, mais plus éclairée. Qui succède à Louis XI ? Louis XII. Ça, je m'en suis rappelé de mes cours d'histoire. Oui, mais par exemple, tu vois, Louis XIV, c'est aussi... bon, quand même, bien sûr, il y a le côté excessif, despotique, centralisé, mais il y a aussi un rôle par rapport à la culture, par exemple, et notamment en Europe, qui est quand même vraiment considérable. Un rayonnement culturel qu'évidemment, il n'y a pas à l'époque de Louis IX, Louis X, Louis XI, etc. Donc, c'est ça qui veut montrer aussi Hugo, cette période de transition avec cette culture aussi de l'esprit de la Renaissance qui va remplacer peu à peu la culture médiévale. Et donc, cette transition de 1482 rentre en résonance. C'est vraiment c'est intéressant parce qu'il y a de nombreux va-et-vient entre les deux périodes. Ça rentre en résonance avec le contexte de la Révolution de Juillet qui, lui aussi, est une période de transition. Cette fois avec le passage d'une monarchie classique à une monarchie constitutionnelle. Où après Charles X, il va y avoir Louis-Philippe, dont les pouvoirs vont être quand même restreints, limités par un certain nombre d'institutions qui préfigurent les institutions de la République. Donc vous voyez, on a vraiment Hugo, là, comme un militant, enfin, qu'il a été, mais comme vraiment un historien
pour expliquer, c'est toujours intéressant, ces périodes où il y a des bascules. Période de transition. Aujourd'hui, on parle tellement de transition. Bon, ben, voilà, c'est intéressant parce qu'il prend quand même quelques siècles de recul pour expliquer ces phénomènes de résonance. Et avec, chaque fois, ce rôle du peuple. Comme on va le voir en 1482, un peuple peu éduqué, sympathique mais naïf, cruel aussi, puisque il ne va pas manquer de dire que cette populace se réjouit d'aller voir les supplices, d'aller voir les pendaisons. Bon, ça c'est quelque chose de classique, heureusement, mais qui témoigne pour lui d'un peuple qui n'est pas éduqué, avec le peuple de 1830 qui lui commence à être conscient de son pouvoir de peuple, qui est un peu plus instruit, qui est surtout plus conscient du pouvoir qu'il a. Ça, c'est intéressant. On pourrait aujourd'hui s'interroger sur la différence entre la période de 1482, 1830, début du XXIe siècle, parce qu'il y a comme ça ces résurgences de phénomènes populaires. Intéressant. Donc, la première phrase du roman explique bien cette double perspective historique. C'est pour ça que c'est quand même, bien qu'il s'en défende, un roman un peu historique. Je vais vous lire le tout début. Je ne vous lirai pas beaucoup parce qu'on n'a pas le temps, mais le tout début, qui est une description exceptionnelle d'une salle du palais de justice. Vous voyez, Notre-Dame, le parvis de Notre-Dame, et en face, le palais de justice, la Sainte-Chapelle. Voilà. Donc beaucoup de choses se passent entre ces deux endroits, dans l'île de la Cité. Donc ça commence comme ça. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'université et de la ville. Il faut imaginer que la Sorbonne n'est pas loin. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire est gardée souvenir que le 6 janvier 1482. Alors ça, ça pique. Il nous parle du 6 janvier 1482 où finalement il ne se passe rien. Alors, c'est vraiment intéressant. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Bon. Ce n'était ni un assaut de Picards ou de Bourguignons, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Las, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de larrons et de larronnesses à la justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue si fréquente au XVe siècle de quelques ambassades chamarrées et empanachées. Il y avait à peine 2 jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands, chargés de conclure le mariage entre le dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et les régaler en son hôtel de Bourbon d'une moult belle moralité, sottise et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jean de Troyes, c'était la double solennité réunie depuis un temps immémorial. Alors ça, vous pouvez le deviner, le 6 janvier, le jour des rois, l'épiphanie, donc c'est ce qu'il dit, Hugo, du jour des rois et de la fête des fous. Alors la fête des fous, sorte de carnaval, c'était très très important à l'époque, ça durait 2 mois. Nous, on dit qu'en Provence, la période calendale de Noël dure 2 mois aussi. Mais là, c'était 2 mois de Saturnale, enfin de carnaval, de fête des fous, depuis le 6 janvier, donc, jusqu'au 6 mars, et ce qui était donc
à la veille du printemps. Toutes les fêtes liées au retour du printemps. Fête des fous, alors c'était très très important, c'était donc toute une période où l'ordre social était renversé. Tout était permis, presque. C'est-à-dire là, c'est vraiment la cour des miracles dans toute la ville, où tout était permis et où on pouvait se moquer de tout ce qui représentait une autorité, que ce soit militaire, ecclésiastique, politique, et on était impunis, en principe. On faisait rentrer, vous savez, l'archidiacre sur un âne dans Notre-Dame, à l'envers, à reculons, voilà, pour montrer que tout était renversé. Donc les petites gens devenaient puissants. Et c'était une sorte de soupape sociale pendant 2 mois, à tout le reste de l'année où tout était vraiment très, très vissé, très, très verrouillé. Voilà. Donc voilà ce qui se passe le 6 janvier 1482. C'est le jour des rois et la fête des fous. Mais vous voyez que ça revient chaque année. Donc s'il a choisi vraiment cette année, là, c'est probablement par rapport au règne de Louis XI. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la grève, c'est-à-dire feu de joie, place de grève, plantation de mai à la chapelle de Braque, c'est là où on plantait le fameux arbre de mai, en préfiguration du printemps, ce qui est une tradition qui se fait toujours, à la chapelle de Braque. J'en sais rien, il faudra chercher sur un plan de l'époque. Et mystère au palais de justice. Et au palais de justice, justement dans cette grande salle du palais de justice qui est décrite de manière merveilleuse, ce fameux Pierre Gringoire devait faire jouer son mystère. Bon, il n'aura pas trop de succès parce qu'il y a Esmeralda qui danse pas très loin, donc évidemment tout le monde va partir voir Esmeralda et le pauvre Pierre Gringoire va se retrouver tout seul avec son mystère. Mais bon, voilà. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours par les gens de Monsieur le Prévost, en beau hoqueton de camelot violet avec de grandes croix blanches sur la poitrine. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, c'est cet événement qui démarre, cet extraordinaire événement populaire, où on va avoir là, comme il dit, toute la populace de Paris dans les rues pour assister à cette triple cérémonie. Un feu, une plantation d'arbres, et puis la représentation de mystère. Notre-Dame, donc, c'est un roman qui aussi magnifie une histoire populaire. Il va faire une opposition, Hugo, entre l'histoire populaire et puis l'histoire des rois, l'histoire des monarques, et il va défendre toute sa vie une histoire populaire. Comme il l'écrit, dans l'histoire des héros, donc des grands gens, il y a tout excepté l'histoire. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, et c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à cette micro-histoire, et le courant des historiens français très, très excelle dans ce domaine, la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire des petites gens, dans les villages, dans les... avec plein d'études, des annales historiques, puisque l'histoire, jusqu'à maintenant, s'est davantage intéressée aux batailles, donc aux grands événements menés par les rois, les militaires, etc. Et Victor Hugo, lui, il veut réhabiliter l'histoire du peuple, des petites gens. Et donc, dans l'histoire des héros, il y a tout excepté l'histoire. Étalage de princes, de monarques et de capitaines. Par contre, du peuple, des lois, des mœurs, peu de choses. Des lettres, des arts, des sciences, de la philosophie, du mouvement de la pensée universelle, en un mot, de l'homme, rien. Donc, il est vraiment pionnier, en tant qu'historien, là, de cette histoire du peuple,
qui, pour ses défenseurs, disent beaucoup plus des mentalités, de ce qui s'est réellement passé, que cette histoire simplement des guerres et la vie des monarques. Donc là, je le signale parce que c'est aujourd'hui une grande tendance dans l'histoire de redonner justement la parole au singulier, ce que chacun a vécu et comment il a vécu. Et c'est là où on voit des dissonances vraiment intéressantes entre l'histoire officielle et ce que les gens du peuple ont réellement vécu. Ça n'a souvent rien à voir. Rien à voir. Ça me rappelle quelque chose qu'on avait vu, moi, qui m'avait vraiment frappé dans la Chartreuse de Parme. La description de la bataille de Waterloo. C'est absolument des pages magnifiques. Je veux dire comment le soldat de base qui voit Napoléon de loin, mais qui veut quand même guerroyer auprès de Napoléon, vit, et ressent la bataille de Waterloo. C'est absolument magnifique parce que c'est la bataille vue par le militaire de base qui ne lui comprend rien aux ordres qu'on lui donne. Il voit une hiérarchie militaire qui ne comprend rien non plus. Napoléon, on ne l'aperçoit que de loin, donc à la fin on ne sait plus pourquoi on se bat. On ne sait même pas si on a gagné ou si on a perdu, alors qu'après la bataille, Waterloo surtout, va être codifiée et présentée d'une certaine manière, l'histoire officielle. Et Hugo, lui, il défend l'histoire du peuple. Donc des petites gens, de ceux à qui on ne donne jamais la parole. Voilà, donc, vous voyez, il cherche à ressusciter ce Moyen-Âge, ce dialogue entre deux périodes, ce que dans les films pourrait apparaître comme des flashbacks, on revient en arrière, et aussi ce qui apparaît, c'est l'incompréhension entre les hommes, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, de communiquer entre les hommes. Bon, ça c'est un premier aspect du roman qui est vraiment intéressant. Le deuxième aspect, c'est de le voir comme un plaidoyer, parce que c'est vraiment ce qu'il est, pour le patrimoine architectural. Donc là, on a un Stéphane Bern avant l'heure qui va lutter toute sa vie pour défendre le patrimoine architectural de la France, qui a été ravagé par la Révolution française, évidemment, mais aussi par tous les pillages des gens venus chercher des pierres pour bâtir leur maison, ou encore peut-être plus triste, l'abandon. Et donc, exactement comme on fait aujourd'hui, il a vraiment participé de manière très active, et il a écrit beaucoup là-dessus. Il a fait des listes de tous les œuvres patrimoniales, architecturales en péril, soit abandonnées, soit pillées, soit, et c'est aussi un autre sujet très, très d'actualité, par rapport à tous ceux qui voulaient, sous couvert de restaurer, innover, et donc massacrer un petit peu l'esprit originel du monument. On est en pleine période de Viollet-le-Duc, et donc, c'est pas qu'il va forcément critiquer le travail de Viollet-le-Duc et la flèche, et tout ça, mais il met en garde contre toutes ces innovations architecturales qui, sous prétexte de modernité, vont défigurer, dénaturer les monuments de l'époque médiévale. Donc, il y a à l'intérieur du roman plusieurs chapitres, notamment un qui s'appelle Notre-Dame et l'autre Paris à vol d'oiseau,
où il va y avoir des descriptions très minutieuses, même un peu fastidieuses, parce que là on sort de l'intrigue du roman, pour décrire ce qu'était Notre-Dame, pour décrire d'autres monuments en péril, et vraiment militer. Ça sera un grand militant de la sauvegarde du patrimoine architectural. Et il y a vraiment une dimension polémique, comme Hugo savait le faire, puisqu'il va s'insurger contre certaines restaurations un peu qu'il considère abusives. Donc il va publier beaucoup d'articles là-dessus, guerre aux démolisseurs, c'est-à-dire à ceux qui démolissent tout en voulant construire. Et il explique, là il y a vraiment des pages magnifiques sur la cathédrale Notre-Dame, qui, bon, il faut le savoir, a été pendant longtemps totalement abandonnée. Vraiment, ça n'intéressait personne, comme quoi, c'est-à-dire, passer à côté de Notre-Dame, ça n'avait aucun intérêt. Et il va la décrire comme une vaste symphonie en pierre, avec ses belles pages architecturales. Il décrit un monument qui est dynamique, éternel, une œuvre collective, le produit des forces réunies d'une époque, ouvriers, artistes, peuples et penseurs, et qui va être l'essence même de son siècle. Donc là, il y a vraiment une réhabilitation des joyaux de l'art médiéval, très clairement. Il écrit « Les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales ». Ce qu'il explique, c'est que le temps est l'architecte, mais c'est le peuple qui est le maçon. Donc il va aussi réhabiliter tous ces métiers qui ont fait de Notre-Dame Notre-Dame. Les tailleurs de pierre, les manutentionnaires, ceux qui travaillaient le verre, les vitraux, enfin, tous ces savoirs qui ont fait Notre-Dame. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui aussi, il y en a qui essaient dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame, essaie de dire bon, c'est peut-être l'occasion de réhabiliter tous ces métiers qu'on ne sait plus faire, enfin, ou qui sont vraiment dans l'ombre, des tailleurs de pierre aux vitraillistes, ou pour reconstruire la charpente. Enfin, c'est très, on est en plein dans cette problématique. Et avec des guéguerres vraiment un peu dommageables. On aura un petit moment pour s'exprimer après, à la fin du... Oui. Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. T'as quelque chose à dire, bon, super. Donc il dit, voilà, c'est des œuvres sociales. Plutôt l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie. Voilà. Ce qu'il voit dans la cathédrale, c'est bien sûr le génie des architectes, le génie de tous ceux qui ont fait les plans, tous ceux qui ont permis la construction, mais aussi, et surtout, le peuple qui a travaillé. Les entassements que font les siècles, l'homme, l'artiste, l'individu, s'effacent sur ces grandes masses sans nom d'auteur. Aussi ce côté où on ne signe pas son œuvre. C'est une œuvre, on a l'impression de participer à une œuvre collective, où le fait qu'on ait taillé telle pierre plutôt que telle autre n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'œuvre. Voilà. L'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. Et il va toujours, évidemment, même s'il défend l'architecture et les architectes, défendre le peuple des maçons. Donc ça, c'est vraiment très fort. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. Le temps est l'architecte. C'est-à-dire que les plans, enfin, le fait de rêver aussi de tel ou tel monument, parce que faut remettre ça dans le contexte du 12e, 13e siècle, sur
toute l'Europe, il y a des cathédrales de plus en plus élevées, de plus en plus lumineuses qui sont construites. Et donc là, c'est un phénomène du temps. C'est-à-dire, on sort de l'art roman, qui est un art plus intimiste, hein, plus, lié à l'introspection, à la prière, avec des vitraux blancs pour pas, disons, trop se disperser. C'est vraiment un athanor ou une matrice d'intériorisation. L'église romane, en général, c'est plutôt sombre, la crypte, donc c'est un certain état d'esprit, donc du temps. Et puis après, il y a l'explosion du gothique, où là, c'est l'élévation, c'est la lumière, c'est les vitraux, et beaucoup de cathédrales d'ailleurs vont s'effondrer, tellement on essaie de dépasser les limites. Ça, c'est un problème d'une vision temporelle qui est l'art gothique, qui est vraiment une rupture par rapport à l'art roman, où là, c'est vraiment l'extériorisation. Et où on continue à éduquer, on essaie d'éduquer le peuple en sculptant des scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ça a toujours ce rôle d'éducation, mais c'est pour ça que le temps est l'architecte, c'est-à-dire à chaque époque temporelle correspond une architecture différente. Et dans son temps, voilà. Et lui, il est très sensible à ce passage entre le roman et le gothique. Et qui est vrai, qui est un passage, pas simplement d'architecture, mais un passage, une modification de mentalité. Bon, voilà, donc ça c'est un autre volet du roman, vraiment un plaidoyer pour toutes ces églises abandonnées, pillées, et dont évidemment Notre-Dame. Et c'est à partir de son roman qu'il y a eu véritablement un nouvel intérêt pour Notre-Dame. Parce qu'aujourd'hui, Notre-Dame, bon, il y a des millions de touristes, on n'imagine pas Paris sans Notre-Dame. Bon, ben, il faut savoir que c'est récent. Quand même. Il y a eu des hauts et des bas. L'engouement des Américains date de la lecture. Pardon ? L'engouement des Américains. Date de la lecture de Notre-Dame. Ouais. Bon, sur le parvis, il y a toujours eu les représentations des mystères, enfin, il y a toujours eu choses, mais voilà, le bâtiment en lui-même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont très endommagés, pas simplement par l'incendie, mais... On rentre par une porte dérobée parce que tout s'écroule. Oui. Et donc là, il a vraiment joué un rôle de prise de conscience. Et à l'époque, je pense que les budgets étaient aussi secs qu'aujourd'hui, donc c'est pas non plus simplement une question de moyens. Alors, donc tu voulais dire quelque chose, peut-être on va faire la pause là. Alors, autre thématique. On a vu la transition, les histoires de dialogue entre des périodes historiques de transition. Là, il y a un autre sujet qui est cher à Victor Hugo, c'est la transition entre deux époques culturelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans un chapitre qui s'appelle, le chapitre du livre 5, si vous voulez vous y référer, qui s'appelle « Ceci tuera cela ». Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice. Le livre tuera l'édifice. Et donc là, c'est un autre sujet. Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice. Il va expliquer la transition culturelle qui va se passer entre une période où c'est l'architecture qui va être un support essentiel de la pensée, avec l'époque de l'imprimerie, où c'est le livre qui va devenir le support de la pensée, et aussi le support de l'émancipation et de l'éducation du peuple. Donc, voilà un nouveau thème
qui est cher à Hugo. En fait, il faut se rappeler que l'imprimerie arrive en France en 1470. 1470, donc une dizaine d'années avant où se déroule l'intrigue. Et cette invention donc de l'imprimerie, Gutenberg, marque pour Victor Hugo une charnière essentielle dans l'histoire des hommes et surtout l'histoire de la pensée. Il écrit « Au XVe siècle, tout change. L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. » Vous voyez, c'est jamais dans la demi-mesure avec Victor Hugo. Hein. Non. L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. C'est la révolution mère. C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement. Voilà. Et donc, ceci tuera cela, c'est-à-dire l'imprimerie, le livre, va tuer l'édifice, enfin l'architecture, en tant que support de pensée et support d'éducation du peuple. Puisque il faut se rendre compte que pendant longtemps, c'est sur les chapiteaux des églises romanes, c'est sur les façades des églises de cathédrales gothiques qu'on explique au peuple l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Jugement dernier, la Vierge Marie. Enfin, voilà, c'est une éducation de base, hein, éducation religieuse de base, qui passe par l'architecture. Bon. Et donc, évidemment, en tant qu'écrivain, pour lui, le livre, c'est magnifié, mais on sent aussi quand même une petite nostalgie par rapport à cette architecture qui va donc être un petit peu délaissée. Donc ça, c'est tout le chapitre « Ceci tuera cela » où il explique bien cette charnière culturelle. Et vous voyez, toujours dans la perspective des révolutions populaires, des révolutions du peuple, comment le livre va jouer évidemment un rôle essentiel dans l'éducation et l'émancipation du peuple. Car l'acteur principal de l'histoire, c'est le peuple. Bon, je reviens sur cette idée, puisque le peuple, la foule parisienne, est vraiment omniprésente dans le roman. Et c'est souvent une foule désordonnée, envahissante, hein, qui envahit l'espace de manière incontrôlable. Et cette pression populaire, on la sent comme déjà une réaction à la pression qu'exerce le pouvoir avec ses différentes autorités, hein, politiques, militaires, judiciaires, etc. Et donc, c'est cette oppression parce que on sent dans le roman, quand on le lit, c'est souvent lourd, hein, parce qu'on sent cette oppression que vit le peuple. Et évidemment, ça annonce ce que sera la révolution française. Donc, ce qu'il explique, et il y a un moment symboliquement important, c'est le moment où les truands qui gouvernent la cour des miracles se mettent en marche à l'assaut de la cathédrale pour y délivrer la Esmeralda. Et là, on voit comme une préfiguration de ce que sera la prise de la Bastille. C'est-à-dire avec les gens du peuple, des gueux, enfin aussi des bourgeois, mais surtout des gens du peuple, à l'assaut de ce symbole monarchique. Alors, ce qu'il explique, là on voit bien le balancement, c'est qu'à l'époque du 1482, donc au XVe siècle, cette foule, elle est peu cultivée, elle est inculte, donc elle se réjouit des spectacles, quels qu'ils soient, mais elle n'est pas encore vraiment consciente et organisée. Ce qu'elle sera, pour Hugo, en 1830, hein, donc à l'époque où il écrit. Donc, à l'époque, c'est un peuple qui n'a pas conscience ni de lui-même, ni de sa force, ni même des jougs qu'il subit. Enfin, ça, il les subit quand même dans sa chair, mais il n'y a pas de conscience politique, pour l'instant, du peuple. L'heure du peuple n'est pas encore venue. Il faudra attendre l'imprimerie pour que la pensée s'affranchisse et permette au peuple d'accéder à la conscience de lui-même
à la légitimité historique et politique. Ceci tuera cela, voilà, c'est-à-dire on est en marche vers la marche de l'histoire, vers la liberté menée par le peuple. Donc il y a peut-être une réécriture de l'histoire en ce sens, où il met vraiment en évidence l'importance du livre. Peut-être que dans quelques siècles, on dira pareil, des réseaux sociaux. Comment ceci tuera cela, le réseau social va tuer le livre. On peut déjà écrire un roman presque d'anticipation, ou presque pas, comment les mouvements populaires, les révolutions se font par le biais d'Instagram, Twitter, plus que par les bouquins. Alors, autre élément essentiel, c'est la critique vraiment acerbe, critique acerbe de la monarchie, j'en ai parlé, sachant qu'on m'a corrigé tout à l'heure, donc ça fait profiter tout le monde, après Louis XI, c'est pas Louis XII, c'est Charles VIII, c'est ça ? Oui. Merci. Voilà. Non, on ne peut pas dire trop de bêtises ici. Surveillez. Critique de la monarchie, du roi, mais aussi une critique acerbe et parfois dramatique et parfois très savoureuse de la justice. Il va y avoir donc une présentation de la justice de l'époque, justice médiévale, c'est dans le chapitre « Coup d'œil impartial sur l'ancienne magistrature ». Et en fait, il va y avoir 3 procès dans le livre, 2 procès légaux qui s'achèvent chacun par une condamnation. On a la condamnation en pilori pour Quasimodo, à la pendaison pour Esmeralda, et on a un autre procès qui est une sorte de mascarade de procès, mais c'est aussi pour nous montrer que tout procès de l'époque est une mascarade, procès qui se déroule à la cour des miracles. Et c'est vraiment intéressant, parce que là on voit que là c'est un procès contre Pierre Gringoire, le fameux personnage poétique, que même si dans la cour des miracles c'est les truands qui ont le pouvoir, enfin c'est un monde à l'envers, par rapport à la justice, ils reproduisent exactement le même schéma. Ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire d'un procès tout à fait mascarade, où il n'y a évidemment pas de défense de l'accusé, et où l'accusé, surtout s'il est pauvre, est condamné d'avance. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et il y a donc quelques pages extrêmement savoureuses, tragiques, mais savoureuses quand même, qui relatent le procès de Quasimodo. Alors, je vais vous lire quelques extraits, parce que qu'est-ce qu'il a de particulier, ce procès ? Vous savez que Quasimodo, il est sourd, et il s'exprime avec beaucoup de difficultés, et il est accusé, puisque en fait il a été sacré roi des fous au début du roman, donc après on va essayer de se venger de lui. Donc il est accusé sur une dénonciation, bien sûr. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est qu'il est jugé par un juge qui, lui aussi, est sourd. Mais comme un juge sourd, ça ferait quand même mauvais effet, personne ne sait qu'il est sourd. D'un dialogue de sourds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le juge, et ça fonctionne, disons, jusqu'à Quasimodo, ça fonctionne assez bien, il anticipe, puisque lui, il peut parler, donc il pose des questions, il anticipe donc les réponses qu'il va avoir, et c'est ainsi qu'il se construit tout son argumentaire, quoi. En sachant qu'évidemment, à la fin, comme il n'y a pas évidemment d'avocat, etc., l'accusé est accusé d'office. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que,
c'est l'image qu'Hugo a de la magistrature et de la justice. Alors aujourd'hui, il faudrait chercher s'il y a des juges, des magistrats sourds. Alors, ayant donc bien ruminé l'affaire de Quasimodo, il renversa la tête, c'est le juge, hein, il renversa sa tête en arrière et ferma les yeux à demi pour plus de majesté et d'impartialité, si bien qu'il était tout à la fois en ce moment sourd et aveugle. Double condition sans laquelle il n'est pas de juge parfait. Oh là là. Vous savez que ce roman, pour d'autres raisons, a été mis à l'index par le Vatican. Il a été mis à l'index, mais pour anticléricalisme, à cause de la peinture du personnage de l'archidiacre. Il aurait pu aussi être mis à l'index par la justice. Il n'y avait pas de syndicat de la magistrature, mais quand même. Double condition, donc, sans laquelle il n'est pas de juge parfait. C'est dans cette magistrale attitude qu'il commença l'interrogatoire. Votre nom ? Or, voici un cas qui n'avait été prévu par la loi. Celui où un sourd aurait à interroger un sourd. Quasimodo, que rien n'avertissait de la question à lui adresser, continua de regarder le juge fixement et ne répondit pas. Le juge, sourd et que rien n'avertissait de la surdité de l'accusé, crut qu'il avait répondu, comme faisaient en général tous les accusés, et poursuivit avec son aplomb mécanique et stupide. « C'est bien. Votre âge ?» Quasimodo ne répondit pas davantage à cette question. Le juge la crut satisfaite et continua. « Maintenant, votre état. » Toujours même silence. L'auditoire, cependant, commençait à chuchoter et à s'entre-regarder. On commence à voir la foule qui commence quand même à rire. « Il suffit, reprit l'imperturbable auditeur, quand il supposa que l'accusé avait consommé sa troisième réponse. Vous êtes accusé par devant nous, primo, de troubles nocturnes, secondo, de voies de fait déshonnêtes sur la personne d'une femme folle, tertio, de rébellion et déloyauté envers les archers de l'ordonnance du roi, notre sire. Expliquez-vous sur tous ces points. Greffier, avez-vous écrit ce que l'accusé a dit jusqu'ici ? À cette question malencontreuse, un éclat de rire s'éleva du greffe à l'auditoire, si violent, si fou, si contagieux, si universel, que force fut bien aux deux sourds de s'en apercevoir. Quasimodo se retournant en haussant sa bosse avec dédain, tandis que maître Florian, étonné comme lui, et supposant que le rire des spectateurs avait été provoqué par quelque réplique irrévérente de l'accusé, rendu visible pour lui par ce haussement d'épaules, l'apostropha avec indignation. Vous avez fait là, drôle, une réponse qui mériterait la harte, c'est-à-dire la corde. Savez-vous à qui vous parlez ? Bon, bref, ça continue comme ça, et bon, c'est le fou rire général dans le public, et à la fin, bien sûr, il est condamné au pilori, et il y a quand même quelqu'un qui a le courage d'aller voir le juge, pour dire, mais vous savez, Quasimodo, il est sourd. Bon, évidemment, le juge n'entend rien, et il dit, oui, c'est bien ce que je pensais, donc 1 heure de plus de pilori. C'est noir, c'est dramatique. Et en même temps, c'est drôle. Hein, on est aussi à la place, on se met à la place du peuple, qui lui, comprend ce qui se passe. Et bon, ça, c'est du Hugo. De montrer l'injustice de la justice médiévale et donc la parodie de justice. Bon. Alors, c'est vrai que cette lourdeur, cette peine, elle traverse le roman, parce qu'après la peine, bon, on assiste quand même au supplice de Quasimodo. C'est un supplice épouvantable, hein, le pilori, où Esmeralda est là, elle lui donne à boire, enfin aussi, là, elle représente un peu le côté aimant et lumineux. Mais sinon, c'est dur. Et Hugo va aussi donc en profiter pour dénoncer la peine de mort. Vous voyez quand même, il y a beaucoup de sujets de militance,
puisqu'il va décrire cette populace qui se réjouit à la pendaison, parce que dès qu'il y a une pendaison, tout le monde se précipite. Et donc il va faire toute une évocation effrayante de la peine de mort, et il la dénonce comme barbare, et il affirme qu'elle sera destinée à être abolie par le progrès de l'histoire. Donc, vous voyez, cette croyance dans une évolution positive de l'histoire. C'est-à-dire que le peuple éduqué ne pourra plus se réjouir de la peine de mort, et donc il y aura un jour abolition de la peine de mort. Et il explique ça aussi, ce combat, il va l'expliquer aussi dans le dernier jour d'un condamné, dont la première édition paraît de manière anonyme en 1829, donc vous voyez, juste avant Notre-Dame. Alors, un autre sujet qui est expliqué par Hugo de manière très explicite, c'est le rôle de la fatalité. Donc là, c'est un autre sujet historico-philosophique. Le rôle de la fatalité qu'il appelle du nom grec ananké. Ananké. Et il y a donc toute une petite explication qu'il va donner dans une sorte de note ou de préface à la première édition du roman, et qui donne une autre clé de compréhension du roman. Il écrit « Il y a quelques années, qu'en visitant, ou pour mieux dire en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva, dans un coin obscur de l'une des tours, ce mot gravé à la main sur le mur, ananké, qui veut dire donc fatalité, nécessité, contrainte, loi fatale, etc. Bon, depuis, cette gravure a disparu. Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quel signe propre à la calligraphie gothique, empreints dans leur forme et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du Moyen-Âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu'elles renferment, frappèrent vivement l'auteur. C'est une phrase un peu longue, donc il est frappé par ce graffiti, Ananké. Il se demanda, il parle de lui à la troisième personne, il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église. Depuis, on a badigeonné ou gratté, je ne sais plus lequel, le mur, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt 200 ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l'architecte les gratte, puis le peuple survient qui les démolit. Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l'auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd'hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame, rien de la destinée inconnue qu'il résumait si mélancoliquement. L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé. Il y a plusieurs siècles, du milieu des générations, le mot s'est à son tour effacé du mur de l'Église. L'Église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre. C'est sur ce mot qu'on a fait ce livre. Mars 1831. Alors on s'est dit, tiens, il y a une nouvelle piste. Le combat contre Ananké, ou disons cette réflexion philosophique qui traverse le roman sur qu'est-ce que c'est que cette fatalité. Alors, il écrit à un autre moment, « Un triple Ananké pèse sur nous. » Triple Ananké, triple fatalité donc pèse sur nous. L'Ananké des dogmes, l'Ananké des lois, l'Ananké
des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l'auteur a dénoncé le premier. C'est lui qui écrit ça dans la préface des Travailleurs de la mer. Donc, il explique, ce n'est pas une interprétation, c'est vraiment explicite, que Notre-Dame est aussi une manière de lutter contre l'ananké des dogmes. Et c'est pour ça qu'on parle d'une œuvre aussi très anticléricale, parce qu'en fait, celui qui symbolise le plus l'ananké du dogme, c'est l'archidiacre de Notre-Dame. C'est le fameux Claude Frollo, qui est un personnage, là aussi très complexe, antipathique, bien sûr, mais quand on gratte un peu, on voit aussi la complexité du personnage. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur Claude Frollo, parce que on peut dire aussi que c'est un roman allégorique, symbolique, que les quatre personnages principaux représentent chacun un concept. Donc, Esmeralda, la liberté, la joie de vivre, la liberté, l'innocence. Claude Frollo, le monde ecclésiastique. Quasimodo, le tiers-état, et Phébus de Chantepère, la noblesse ou l'aristocratie. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque personnage est beaucoup plus complexe et épais que cela. Et donc Claude Frollo, c'est quand même un archidiacre un peu particulier. En fait, c'est un enfant, parce qu'on peut dire que ce roman, c'est aussi la tragédie intime de Claude Frollo. C'est pour ça qu'il peut à certains moments quand même nous émouvoir un peu. C'est un enfant pensif et studieux, et il se consacre à la prêtrise par goût de l'étude. Vous savez, souvent les enfants aînés, oui, ils n'avaient pas trop le choix. Le deuxième embrassait la carrière militaire. Bon. Donc lui, il se consacre à la prêtrise parce qu'il a un goût vraiment immodéré de l'étude. C'est plus par amour de l'étude, du savoir, que par amour de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte de prêtre sans foi. Il subit la règle de l'Église qui impose à l'homme de nier l'homme en lui. Ce dogme de l'Église l'oblige à se fermer à la vie et refuser notamment toutes les sollicitations des sens. Et de là, un thème récurrent dans le roman, qui touche Claude Frollo au maximum et qui touche aussi les autres personnages, c'est celui de l'enfermement, celui de la claustration. Puisqu'on a vu Quasimodo, sourd et muet, qui est enfermé. Chacun est Esmeralda, qui est enfermée aussi dans le regard que les gens portent sur elle. Enfin, tout le monde est vraiment bien corseté, quoi. Et ils sont tous plus ou moins enfermés aussi dans ces tours de Notre-Dame. Claude Frollo a un petit local où il s'enferme. Esmeralda, à un moment donné, est enfermée. La Sachette, elle est enfermée. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi qui rend le roman parfois un peu oppressant. Frollo, lui, il est enfermé peut-être encore plus que les autres. Et il dit même « Je porte le cachot au-dedans de moi ». Vous voyez, ça permet aussi de voir les cages de fer du roi Louis XI de manière symbolique aussi. Bien sûr, il enferme ses opposants dans les cages, mais tout le monde est enfermé dans une cage, quelque part.
Et la seule qui essaie de s'en sortir, elle, de toute façon, elle est condamnée. Donc, il a été élevé, ce Claude Frollo, à baisser les yeux, à parler bas. Et donc, il symbolise le mal, hein, mais qui est le produit d'une éducation. Produit d'une éducation, d'un ordre religieux très strict, de tout un système. Et c'est comme ça qu'il devient une sorte de monstre, parce qu'il est monstrueux, ce Frollo, par la haine qu'il voue à Esmeralda. Et il va être victime du dogme, comme Quasimodo est victime du dogme de la société, hein, qui a beaucoup de mal à accepter celui qui est différent. Parce que, là aussi, bon, j'en ai pas parlé, mais Quasimodo, c'est l'altérité. Hein, c'est celui qui est différent, qui est infirme, donc, bon, on sait ce que c'est, hein, dans la nature humaine. Donc, des colibets, des moqueries, beaucoup de cruauté, hein, vis-à-vis de celui qui est différent. Et donc, ce qui est intéressant dans la peinture de Hugo, c'est que ce résultat du dogme, c'est l'enfermement, c'est la monstruosité, mais c'est aussi, c'est symboliquement, je trouve intéressant, la pétrification. C'est-à-dire que tous ces personnages, ils sont comme pétrifiés. C'est pour ça que la cathédrale, ça se passe sur le parvis de Notre-Dame, cathédrale, qui est une œuvre colossale de pierre. C'est-à-dire ces personnages se refusent, hein, quelque part à la vie. Ils sont pétrifiés. Ils sont comme rendus au monde minéral. Ils sont plus humains. Comme les gargouilles. Ils sont exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un jeu, vous voyez, dans les évocations, dans les descriptions de Hugo, qui sont parfois très, très précises. On peut dire, oh là, c'est un peu long. Mais il y a une évocation symbolique, pas que, vous savez, de ces fameuses gargouilles, de ces fameuses figures aussi assez monstrueuses, hein, le sphinge, l'âne, etc. C'est toutes ces sculptures que l'on ne voit pas du bas, hein, du parvis de Notre-Dame, dans lesquelles il faut monter dans les tours ou sur la fameuse corniche pour les voir. Elles sont cachées, mais elles sont bien là. Et donc ce monde minéral, on va le retrouver dans les personnages qui se sont soumis à cette fatalité du dogme. Et donc ça donne une image de la société médiévale extrêmement comment ? Figée, oui c'est ça, figée, minérale, oppressante. Hein. Et bon, il force le trait pour montrer que justement, quelques siècles au 19e, on est sorti de cette oppression, et surtout la force du peuple et la marche vers l'histoire va de plus en plus nous émanciper de cette oppression du dogme. Donc, cette pétrification parcourt l'ensemble du roman, des gargouilles à l'architecture elle-même, et dénonce le poids d'une société religieuse et monarchique, immuable dans ses principes et ses lois, avec un peuple soumis sans qu'il le sache, et qui n'a pas encore la capacité de se révolter. Et donc, c'est très symbolique de voir cet archidiacre qui vit aussi beaucoup dans les tours de Notre-Dame, où il s'est aménagé un petit laboratoire secret, et on le voit souvent du haut des tours de Notre-Dame regarder Esmeralda qui danse, et qui virevolte sur le parvis, en lui vouant à la fois un amour, une passion, enfin c'est vraiment une passion qui le dévore de l'intérieur, et une haine qui poussera Esmeralda à être condamnée par en fait
la détermination de Frollo. Donc c'est un personnage vraiment complexe et qui continue. Il a toute une période, comme je disais, ésotérique, il s'intéresse à l'alchimie. C'est un homme vraiment de savoir. Et c'est là aussi une manière pour Hugo d'expliquer la schizophrénie entre ce personnage très érudit, intelligent, érudit, qui connaît vraiment tout sur la théologie, sur plein de connaissances, et qui est un monstre au niveau affectif, et qui est totalement pris par sa passion. Donc, c'est cette opposition de cet homme presque statufié avec l'opposition de la vie représentée par Esmeralda. Donc c'est une belle opposition de la vie, de la mort, de la liberté et du dogme. Donc là on voit Hugo vraiment comme défenseur de la libération des peuples. Et ils meurent tous, Frollo accroché à une corniche de pierre à un moment donné, finit par s'écraser sur le sol. Et comme Hugo l'écrit, Frollo regardait l'une après l'autre les impassibles sculptures de la tour, comme lui suspendu sur le précipice, mais sans terreur pour elle ni pitié pour lui. Tout était de pierre autour de lui, devant ses yeux, les monstres béants. Au-dessous, tout au fond, dans la place, le pavé, au-dessus de sa tête, Quasimodo qui pleurait. Parce que Quasimodo, c'est quand même le fils adoptif de Frollo, et quand même, jusqu'à la fin, il va ressentir un peu de gratitude vis-à-vis de lui. Vous voyez, c'est... Bon. C'est poignant. Oui, c'est poignant. C'est poignant. Alors... plein d'autres choses, on pourrait dire. Mais la fin aussi est assez... la dernière page... Bon, je ne sais pas si je vous donne envie de le lire ou de le relire. Mais moi, je vous incite quand même à le lire, parce que... Oui, mais ça se lit quand même bien, sauf les descriptions de Paris. Là, c'est vrai, pour un historien, la description de Paris, elle est absolument extraordinaire, mais bon, avec plein de détails. Alors, à la fin, c'est donc, Esmeralda est morte. Voilà. Et Quasimodo disparaît. On ne sait plus où il est. Tous les personnages ont disparu, sauf Pierre Gringoire, qui est toujours là. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. 2 ans environ, ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Daim qui avait été pendu 2 jours auparavant. C'est une cave où on mettait cadavre des pendus. Et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses 2 squelettes, dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces 2 squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche, et l'on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrézarac, avec un petit sachet de soie orné de verroteries vertes qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, mais il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière.
c'est la fin de Quasimodo. C'est étrange, hein? C'est beau. Hein? Deux squelettes enlacés. Bon. Oui, elle était morte et Il était, voilà, c'est oui, c'est son amour pour cette Esmeralda. Et quand on voulut le détacher, il tomba en poussière, donc voilà, il disparaît. Ça, c'est curieux, hein? Personnage quand même clé du roman qui disparaît, qui tombe en poussière.